quelles activités de recherche sont les plus éloignées d'une application commerciale. Donc l'idée, c'est quel type de recherche aboutit le moins indirectement au fait de faire des profits. C'est la recherche fondamentale. La recherche fondamentale, on en a déjà parlé, c'est les activités de recherche les plus poussées, les plus complexes, les plus hasardeuses aussi, c'est-à-dire on ne sait pas exactement où on va, donc il n'y a pas du tout, ou vraiment la possibilité de faire du profit est très éloignée des résultats de ce type de recherche. C'est souvent pour ça d'ailleurs que c'est l'État qui finance les travaux de recherche fondamentale, parce que les entreprises privées, elles ne veulent pas mettre d'argent dans ce type de recherche parce que les profits sont trop éloignés. Les entreprises vont plutôt, elles, faire de la recherche appliquée ou du développement expérimental, parce que les perspectives de profit sont plus proches et plus facilement prévisibles. La recherche ontologique, ça ne veut rien dire. 32. Quelle est la principale différence entre une invention et une innovation? Euh, alors, une innovation implique par définition une exploitation commerciale, effectivement. La dénomination innovation, c'est une nouvelle idée ou un nouveau produit, mais qui va rapporter de l'argent. Il y a vraiment l'idée que c'est exprès qu'on fait ça, que c'est fait pour gagner des sous. Euh, une invention est réalisée par des personnes qui ne recherchent pas directement un profit. Donc là, effectivement, ça aussi c'est vrai. Les inventions, les découvertes, c'est plutôt le résultat d'activités de recherche fondamentale réalisées par des personnes qui sont animées par autre chose que la recherche du profit. C'est des chercheurs qui recherchent la connaissance, la vérité, ce sont des passionnés, on va dire. Voilà, mais c'est pas des gens qui recherchent à gagner de l'argent immédiatement. L'innovation est le fruit du hasard contrairement aux inventions. Alors ça, c'est complètement faux, c'est même l'inverse. L'innovation, c'est le fruit d'un certain nombre d'investissements qui sont réalisés consciemment et rationnellement afin de réaliser des gains de productivité et du profit par la suite. Donc ça, c'est complètement faux. C'est pas du tout le fruit du hasard, bien au contraire. L'innovation provient directement de la recherche fondamentale, contrairement aux inventions. Bon bah ça, c'est n'importe quoi. C'est l'inverse. Les innovations, ça provient plutôt du développement expérimental, de la recherche appliquée, mais jamais aussi directement de la recherche fondamentale. Là, ce sont plutôt les découvertes ou les inventions qui peuvent découler de la recherche fondamentale, mais en aucun cas les innovations. Cocher la case lorsqu'il s'agit d'une innovation et pas d'une invention. Donc la première pomme de terre OGM, ça c'est une innovation. Ça a été fait parce qu'elle devait résister à certaines maladies probablement et donc permettre d'augmenter les rendements. Le premier Macintosh, pareil, c'est un ordinateur de chez Apple, le premier de la gamme, qui a été inventé pour être vendu. Donc c'est une innovation. La machine de Turing, donc je vous recommande encore une fois le film The Imitation Game, pardon. Et ça c'est une invention, d'accord. C'est pas du tout pour gagner de l'argent, puisque d'ailleurs en vérité la machine de Turing a été inventée pour permettre aux Américains et en tout cas aux Occidentaux de battre l'Allemagne. Donc c'était pas du tout pour gagner de l'argent, c'est plutôt une invention. Les effets anesthésiants du protoxyde d'azote. Donc le protoxyde d'azote, en plus de nous faire rire quand on en prend, c'est aussi un anesthésiant. Et donc ça, quand on a découvert les effets anesthésiants du protoxyde d'azote, c'était vraiment le hasard d'ailleurs, c'est pour ça que je parle de sérendipité. Hein. D'ailleurs pour la petite histoire, c'est quelqu'un qui en a inhalé une fois et qui du coup a beaucoup rigolé et a trébuché et s'est ouvert le genou. Et on s'est rendu compte qu'il ne ressentait pas la douleur. Et donc on a découvert que le protoxyde d'azote était aussi un anesthésiant. Mais à ce moment-là, on n'avait pas du tout l'idée que ça allait rapporter de l'argent. Il n'y avait pas d'application commerciale directement. Donc c'est que les effets anesthésiants du protoxyde d'azote, c'est une découverte, c'est une invention, c'est pas une innovation. On dit que le progrès technique est endogène lorsque celui-ci provient des décisions rationnelles des agents, celui-ci provient d'investissements afin d'accumuler certains capitaux, d'accord, donc les deux se cumulent, hein, c'est dans la définition. Ça ne provient pas de la sérendipité, bien au contraire, hein, c'est pas le hasard, c'est des décisions réfléchies, rationnelles des agents. Il ne tombe pas du ciel, contrairement à ce que disait Robert Solow dans les années 50, 60. Hein, le progrès technique, il tombe pas du ciel, il est endogène, provient des décisions rationnelles des agents. L'investissement dans la recherche-développement permet d'accumuler du capital technologique, de générer des innovations
et des gains de productivité. Ne vous trompez pas, l'investissement en R&D, c'est uniquement pour accumuler du capital technologique. Les autres types de capitaux, capital public, c'est l'investissement public. Capital humain, c'est l'investissement dans des dépenses de formation et de santé. Donc à chaque investissement correspond un type de capital spécifique qui permet d'augmenter, d'améliorer les innovations et les gains de productivité. La connaissance est un bien non rival. Je peux connaître quelque chose, m'approprier une connaissance, ça ne prive pas les autres de cette connaissance, ils peuvent se l'approprier également. Donc c'est un bien qui est donc non rival, c'est pas un bien rival, c'est un bien non rival. On peut être plusieurs à consommer la connaissance, hein, ça ne prive pas les autres. Et sa consommation est nécessairement gratuite, donc c'est un bien non excluable. Sauf dans le cas spécifique des brevets, où on va essayer de limiter la circulation des connaissances et des idées. La plupart du temps, des connaissances, leur caractère immatériel fait qu'elles circulent facilement et gratuitement auprès de tous les agents économiques. Donc c'est un bien non rival et non excluable. Une externalité positive ne donne pas lieu à une récompense pour son émetteur, c'est-à-dire que l'émetteur, celui qui produit ou qui consomme et qui est responsable de l'externalité positive, n'est pas récompensé pour ce qu'il fait. Une externalité positive est profitable pour certains agents, entreprises ou consommateurs. Profitable, ça veut dire que pour les entreprises, ça va améliorer leur chiffre d'affaires, indirectement, et sans que justement l'émetteur de l'externalité positive ne soit récompensé pour ça. Ou alors ça va améliorer le bien-être des consommateurs sans qu'ils s'en rendent compte, sans que, encore une fois, l'émetteur de l'externalité positive ne soit récompensé pour ça. Un exemple, une externalité positive, c'est les vaccins. Les gens qui se vaccinent, comme ils tombent moins malades que les autres, ils font moins circuler les maladies. Et donc qui en profitent les autres personnes qui ne tombent pas malades, résultat. Donc, et pourtant, les gens qui se sont vaccinés ne sont pas remerciés spécialement, ils n'ont pas une prime parce qu'ils se sont fait vacciner, alors qu'ils participent à une meilleure santé de la société en général. Question 38. La présence d'institutions de bonne qualité permet d'inciter les acheteurs et les vendeurs à échanger. Donc ça, je vous renvoie à la synthèse, hein. Ça rassure les uns et les autres, hein, sur la valeur de ce qu'ils peuvent échanger, de ce qu'ils peuvent obtenir. Ça incite les agents à investir dans la recherche-développement. Donc là, on parle en particulier des brevets. Les brevets, ça permet un monopole, et donc ça incite les entreprises à réaliser d'importants investissements en recherche-développement, car elles savent que si ces investissements permettent d'innover par la suite, les bénéfices de ces innovations leur reviendront en intégralité, puisqu'elles seront en monopole. Elles pourront faire des plus gros profits et rembourser l'investissement initial. Donc si vous voulez, le projet est viable parce que même si c'est très coûteux au départ, c'est très lucratif par la suite et ça permet de rembourser. Alors ça ne permet pas d'augmenter le stock de ressources naturelles, ça ne fait pas baisser les coûts fixes des entreprises. Cochez la case lorsqu'il s'agit d'une organisation qui soutient les institutions. L'Office européen des brevets, ça soutient l'institution des droits de propriété, notamment la propriété intellectuelle. La Banque centrale, elle soutient l'institution monétaire, l'idée qu'on va payer en monnaie, en garantissant que la monnaie soit stable, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas trop d'inflation, les prix n'augmentent pas trop vite. Donc c'est la Banque centrale qui s'occupe de ça. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, DGCCRF, aussi ça soutient les institutions parce que ça donne des recours aux agents si jamais un échange se passe mal. Si on vous vend une marchandise qui en fait est défectueuse et qu'on ne veut pas vous dédommager, que le vendeur ne veut pas vous dédommager, vous pouvez l'attaquer en justice et l'emmener, appeler la DGCCRF pour leur dire voilà, je me suis fait arnaquer, c'est pas normal, et obtenir réparation. Donc le fait de savoir que ce genre de recours sont possibles, ça rassure les agents, ça rassure notamment les acheteurs, qui vont du coup plus facilement réaliser des échanges avec des personnes, même s'ils ne les connaissent pas. Les banques commerciales, elles ne participent pas du tout au soutien des institutions. Les banques commerciales sont plutôt responsables dans pas mal de cas de crise économique, c'est-à-dire d'une déstabilisation de la monnaie et du système bancaire, puisqu'elles prennent souvent des risques très élevés pour faire du profit, et sont à l'origine de ce fait de crises financières récurrentes et très graves,
La dernière en date étant la crise des subprimes de 2009. Et enfin, dernière question. Pour Joseph Schumpeter, l'apparition des innovations conduit à un processus de destruction créatrice. Attention, ne pas confondre, hein. Création destructrice, c'est pas le bon terme. Voilà, on a envie de le choisir, mais c'est pas le bon. Le vrai, c'est destruction créatrice. Ça conduit également à l'obsolescence, c'est-à-dire le fait que ça devient dépassé. C'est dépassé. L'obsolescence de certains produits qui sont passés de mode, qui sont moins performants que d'autres, certains procédés de production ou organisation du travail. Et ça conduit à l'apparition régulière de nouveaux produits, procédés ou organisation du travail. Et voilà, donc c'est terminé. J'espère que c'est plus clair. N'hésitez pas à venir me poser des questions si jamais il y a des choses que vous n'avez pas comprises. Voilà, bonne journée.